Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous faisons une petite entorse à notre tradition de rester dans la communauté d'agglomération d'Épinal. Nous sommes du côté de Bouxurul, dans la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre. Mais c'est parce qu'il y a des choses intéressantes à vous raconter. Nous sommes dans un ancien atelier de charron qui fabriquait donc les charrettes. On va vous raconter cette belle histoire. C'est parti. Je retrouve tout de suite le maire de la commune de Bouxurul, Jean Vaubourg. Bonjour. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons dans cet atelier de charron qui vous tenait particulièrement à cœur. C'était un bâtiment dans la commune que vous ne souhaitiez pas voir tomber en désuétude. Déjà, racontez-nous, qu'est-ce que c'était cet atelier de charron? Qu'est-ce qu'on y fabrique en fait? Alors, dans un atelier de charron, on fabriquait autrefois des roues en bois, des charrettes, tous les matériels agricoles. Mais ça allait bien au-delà. C'était tout le travail du bois en fait. L'aménagement des voitures automobiles, par exemple la voiture du boucher, du boulanger, souvent ça se faisait dans cet atelier-là. Et c'était aussi à une époque un atelier où on fabriquait des tonneaux, mais ça a dû s'arrêter après. Voilà, donc on a fabriqué des tonneaux. C'était au départ en 1890. Là, on a tous les documents qui l'attestent. C'était un atelier de tonnellerie forgeron charron. Mais en fin du 19e siècle, il y a eu le phylloxéra, le mildiou et la vigne. La Bouxurul comptait 32 hectares de vigne. Le vin, le mou était exporté. Et donc la vigne, a disparu quasiment. Il y a eu la guerre de 14 ans en plus, donc ça a été une catastrophe. Et donc le métier de tonnelier a disparu en même temps que la vigne. En 1901, on comptait 37 vignerons à Bouxurul. En 1921, il y en avait 0. Donc voilà. Donc ils continuaient à réparer des tonneaux parce qu'ils continuaient quand même à faire un peu de vin, mais du vin qui était pour la consommation locale, quoi. Alors on va avancer un petit peu pour découvrir. Donc cet atelier, il appartenait quand vous l'avez racheté, l'idée c'était d'en faire quelque chose. Voilà, donc moi j'ai découvert par hasard, mais j'étais déjà à Bouxurul depuis 20 ans, quand j'ai découvert cet atelier, et une fois en passant, j'ai dit c'est magnifique, et tout de suite j'ai convaincu Alain Dartois, donc le propriétaire des outils, et Jean-Marie Grand-Claude, le propriétaire du bâtiment, de l'ouvrir aux Journées du patrimoine. Et depuis, on a toujours ouvert aux Journées du patrimoine cet atelier. Donc c'est plus utilisé, monsieur Dartois père est décédé en 1979, donc depuis 1979 rien n'avait bougé dans l'atelier, tout est toujours accroché exactement comme vous le voyez, comme vous le voyez là. Donc plutôt dans un bel état de conservation malgré tout, mais c'était plutôt le bâtiment qui commençait à être fissuré. Il était urgent de faire quelque chose, de ne pas laisser ça s'effondrer. Donc l'idée ça a été parce que c'est des coûts importants pour une commune dans un vieux bâtiment comme ça, c'est pour ça que vous avez candidaté à la Fondation du patrimoine, c'est ça? Voilà, donc nous on ne pouvait refaire ce bâtiment que si on était bien accompagné, parce qu'on a aussi par ailleurs de la voirie, d'autres bâtiments à entretenir, mais ça nous a paru, moi personnellement surtout, mais ça m'a paru, on ne pouvait pas laisser partir ce patrimoine. En fait, on n'a que du bois et du fer, donc fatalement, demain ou après, ça aurait été vendu, brûlé pour le bois et en ferraille pour la ferraille, et c'était dommage, quand on voit la complétude de cet atelier, c'était dommage de laisser partir ça, quoi. D'autant plus qu'on a tous les documents depuis 1890. Donc voilà, vous avez tout archivé, c'est présent dans la salle qui est à côté. Et tous ces outils, vous avez aussi Alain qui est là pour vous dire à quoi ça servait, parce que c'est pas toujours une évidence, et vous avez quelques anecdotes. Alors par exemple cette roue. Alors cette roue, c'est à mon sens la pièce maîtresse de l'atelier. Donc c'est pas une roue, c'est un moteur à bras. Donc c'est le moteur qui servait à alimenter le tour à bois pour faire les essieux de charrette, puisque le charron faisait beaucoup de roues et l'essieu c'était la pièce maîtresse, quoi. Mais ça on peut pas le faire autrement qu'avec un tour à bois. Et donc pour actionner le tour à bois, c'était cette roue en bois. Vous pouvez peut-être nous la faire tourner un petit coup. Cette roue en bois qui a été fabriquée entièrement à la main. On voit que le tour tourne derrière. Voilà. Ouais, et qui est encore en parfait état de marche. On pourrait très bien, avec un petit peu d'aménagement, on pourrait très bien s'en servir. Alors ça a été entièrement créé à la main, puisque la machine n'existait pas.
D'accord. Et vous avez retrouvé dans les documents des petites choses, des petites anecdotes plus ou moins... Il y a plein d'anecdotes. Hein. Ouais. Il y a plein d'anecdotes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit l'évolution du siècle. Par exemple, on voit arriver la première taxe, la taxe sur l'armement. Après, on voit arriver les cotisations sociales après la guerre. Après, on voit arriver les nouveaux francs. On voit arriver ensuite la TVA, etc. Donc, on voit arriver tout au long du siècle. Au début, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas de cotisation, les gens devaient économiser. Donc tout ça nous permet d'apprendre plein de choses, quoi. Enfin, voilà, il suffit de s'y coller, quoi. Et par exemple, les roues bleues qui sont là-bas derrière et qui ont eu une histoire aussi un petit peu particulière. Oui, c'était une belle anecdote. C'est monsieur Touvenin qui était agriculteur à Bouxurul et il avait un bœuf et ses roues étaient en mauvais état, donc il a fait refaire des roues. Mais entre la commande et la livraison, le bœuf est mort. Et monsieur Touvenin, et je pense qu'il a jugé préférable d'acheter un motoculteur ou quelque chose comme ça que d'investir de nouveau dans des roues et dans un bœuf. On était dans les années 50, ça commençait à se mécaniser, etc. Et donc c'est une belle histoire, quoi. Donc ça fait 70 ans qu'elles sont là, en fait. Ça fait 70 ans, ça fait 75 ans presque. Ouais, ça fait 75 ans qu'elles sont là, puis elles sont en parfait état. Pour demain, il suffirait de mettre une pièce métallique à l'intérieur et les remonter sur une charrette et ça repartirait. Formidable, c'est presque éternel. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait tout ce travail-là. On va reparler dans un instant, on vous retrouvera Jean Beaubeau. On fait une première pause dans cette émission et on va aller du côté d'Uzemain où il y a eu la restauration d'une chapelle. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Fontenoy-le-Château, dans la plaine vosgienne, est célèbre pour sa première bachelière de France, Julie Victoire d'Aubier. Mais rendez-vous avait été donné ce dernier week-end au centre du village pour toute autre chose. Proposée par l'association des Amis du Vieux Fontenoy, une visite guidée avec la découverte, et après un arrêt au jardin médiéval, du plus vieux donjon de Lorraine, à l'origine une tour carrée édifiée à la fin du Xe par les évêques de Toul. Épinal et Fontenoy tiennent les deux passages, les deux têtes de vallée de la Moselle et du Côné, donc de la vallée de la Saône, du bassin de la Saône. Et on est donc sur ce seuil, sur cette frontière entre Lorraine et Franche-Comté. Et la datation a été confirmée par 2 analyses carbone 14, avec un pic de probabilité pour l'édification autour de 980, c'est-à-dire la fin du Xe siècle, ce qui en fait le plus ancien donjon de Lorraine, et ce qui explique aussi qu'on soit particulièrement attaché à sa conservation. Le château connaîtra 2 grandes périodes de renforcement de ses défenses, en 1360 et 1596, pour finalement être démantelé au XVIIe siècle, ces pierres de taille servant à la construction des maisons et hôtels du village. C'est la fin de la plupart des châteaux de France, hélas, et surtout qu'ici on a une qualité de pierre assez extraordinaire, donc bien évidemment on va s'empresser de le démanteler, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que le blocage de maçonnerie et que les parements ont quasiment disparu, on a tout arraché jusqu'aux bases. Les Amis du Vieux Fontenoy veulent rétablir un parement sur la tour carrée pour arrêter la dégradation du donjon et redonner une lisibilité au site. Mais cette visite baptisée d'une tour à l'autre ne s'arrêtait pas là, car en contrebas des vestiges du château se dresse fièrement la tour des Lombards, vestige des anciennes fortifications de la ville. Elle date du XIVe et fait l'objet depuis 91 d'une inscription au titre des monuments historiques. Une tour d'artillerie qui servit à bien autre chose après. Alors, on dit qu'elle porte le nom de Tour des Lombards. C'est une supposition qu'elle aurait abrité les marchands lombards à la Renaissance qui s'en servaient de coffre-fort. C'est ce que la légende, l'histoire raconte. Voilà. Et dans la pièce où nous sommes ici, donc dans la salle de garde, ça a servi d'abri pour une chèvre, ce qui fait que cette tour a aussi gardé le nom de la Bique à cause de ça. Elle a servi de prison jusque dans les années 60, enfin de cellule de dégrisement, on n'y mettait pas de dangereux criminels, des gens qui étaient un peu ivres, l'agent de police le ramassait, et le lendemain matin, il était frais et dispo. Les Amis du Vieux Fontenoy proposent des visites guidées à la demande, renseignements sur leur site aisément trouvables sur Internet. Je retrouve cette fois Jackie Frémont qui est délégué départemental donc pour les Vosges, pour la Fondation du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors justement, cette chapelle qu'on vient de voir, c'était aussi la Fondation du patrimoine à Uzemain. C'était une très belle restauration. Avec un superbe tableau d'ailleurs. Alors ici, c'est cet atelier du Charron. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de la Fondation du patrimoine ici ? Mais déjà, c'est le maire qui tout simplement, comme d'habitude, nous a appelés au
moment du démarrage. Et puis on s'est vite rendu compte que, vu le montant des travaux qui ne cessait d'augmenter, mais qu'il serait nécessaire de faire appel à la mission Berne. Et on a bien fait, puisque le résultat est là. Oui, ça a coûté, au total, ils m'ont dit à peu près 500 000 euros. 500 000 €. La fondation a mis 200 000 à peu près. 220 000. Ouais, 220 000, Compris d'accord. la mission Berne. D'accord. Soit 44%. Oui, Ce qui donc c'est est déjà une... extrêmement rare. Et donc, c'est certainement d'ailleurs le dossier dans les Vosges le mieux financé. alors, comment expliquer ça? Est-ce que c'était atypique? C'est quelque chose qu'on voulait vraiment voir Ben oui, c'est conserver, quoi. C'est Ouais. bien sûr le bâtiment, c'est une verrue qui se trouve maintenant restaurée. Et puis l'intérêt, c'est qu'à l'intérieur de cette bâtisse, il y avait un atelier de charron que vous découvrez aujourd'hui, qui reflète tout l'artisanat, le vieil artisanat Bien sûr. de plus d'un siècle. Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est quand même... pour l'essentiel, c'est plutôt des bâtiments religieux ou Oui, 80%. la plupart en tout cas. Ouais. 80%. Ouais. Alors rappelez-nous un petit peu comment ça fonctionne finalement la Fondation du patrimoine. C'est l'État, c'est... Non, c'est une fondation qui a été créée à la fin du siècle dernier, donc on n'est pas vieux. Et fondation créée à l'initiative du gouvernement de l'époque d'une part, mais aussi de très grosses entreprises pour former un capital extrêmement important. D'accord. Et depuis, on fonctionne. Notre objet, c'est aider les mairies, tout ce qui est public, de même que les particuliers. D'accord, donc ça peut être aussi des Stéphane particuliers. Bern aide autant les particuliers que les mairies. D'accord. Alors, depuis que la mission, pour le coup, la mission Stéphane Bern, ça a quelques années. Hein. Oui, ça 4-5 ans. Voilà. Combien de bâtiments en ont bénéficié? Alors, dans les Vosges, 10 dossiers, D'accord. dont pareil privé comme public, D'accord. et en tout 1,5 million d'euros. Ok. Et en France, à peu près, je ne sais pas si vous En avez France, ce chiffre, peut-être pas. Hein. Non, je veux dire une bêtise. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très gros. très grand, ouais, un très grand nombre de bâtiments. Alors, si on devait en citer un ou deux des remarquables là dans les Vosges, juste pour terminer. Alors, peut-être le plus remarquable, c'est la tour chinoise d'Épinal. Ah oui, donc qui en a bénéficié? Tout le monde ne le sait À peut-être l'époque, pas. Ouais. ça a été le départ d'ailleurs. D'accord. Et puis, celle qui en a bénéficié le plus en montant, c'est le château de Salm, la principauté de Salm. Oui, à Saint-Dié, Sonnel. pour 450 000 euros. D'accord. Enfin, le montant des travaux était proportionnel. Là. Oui, forcément. Il y a beaucoup de travail là-bas. Hein. Le travail est pratiquement sur le point de se terminer. Donc il faudra qu'on aille y faire un tour. Merci beaucoup Jacques Absolument. Frémont d'avoir répondu à nos questions. On fait une deuxième pause dans cette émission et on va voir une restauration cette fois-ci qui se passe du côté de Fontenoy-le-Château, l'ancienne tour du château justement. C'est Qu'on une a aidé association. également. Et ben voilà, mais vous êtes partout. On est partout. On regarde et on se retrouve juste après. Chaque fois qu'elle a été menacée, les habitants étaient présents, ont soit racheté, soit en fait en sorte qu'elle soit maintenue. Et ils ont même été au-delà puisqu'ils ont créé ce qu'on appelle une confrérie. L'historien local Michel Claudel fait ainsi référence à la confrérie Notre-Dame de l'Annonciation qui depuis 1645 veille sur ce joyau patrimonial de la fin du XIIIe, début XIVe, la chapelle du hameau de Thiélouze, commune d'Uzemain, qui faisait samedi l'objet d'une visite un peu particulière, on va y revenir, puisqu'étroitement liée à sa toute dernière et récente restauration. Grâce à des aides publiques, une participation de la commune, de la Fondation du patrimoine et au mécénat populaire, la belle, pour un coût de 78 000 € TTC, s'est donc refait une beauté de sa charpente à sa façade en grès blanc qui mérite qu'on s'y attarde. On voit bien la Trinité, le triangle formé par les oreilles. Hein, donc c'est la Trinité, surtout si elle est associée à cette croix. Un bâtiment religieux qui recèle bien des trésors d'histoire, comme une cloche en bronze datée de 1504, cette petite vierge en calcaire, elle aussi du XIVe, ou ce tableau dit de l'Annonciation qui en 2016, après restauration, a révélé le nom de son auteur.
Nous sommes très heureux à Usemain de posséder la 4e œuvre de Nicolas Bello, qui en a fait plus d'une centaine, et qui était le peintre officiel d'Épinal, avant bien sûr le démantèlement des remparts. L'occasion était donnée de revoir la restauration de tous les objets qui étaient classés et qui avaient été entreposés dans un grenier de la cure. C'était quand même quelque chose d'important pour les paroissiens, mais également la commune. La chapelle de Thiélouse, c'est aussi un intérêt culturel pour des gens qui se promènent au voisinage du canal des Vosges, et on a souvent des visiteurs. Des visiteurs qui pourront certes être intrigués par cette succession de noms de personnes faisant partie de l'actuelle confrérie, ou plutôt de l'association de la confrérie, comme un clin d'œil au passé. Par rapport aux épidémies qu'il y avait, aux maladies infantiles, etc. Donc c'était une sorte d'assurance, si vous voulez, assurance décès, il faut me dire ce qui est. Et donc il les mettait sous la protection de la Sainte Vierge. Et donc on inscrivait les gens sur un tableau. Et puis voilà, donc au fur et à mesure de la naissance, les gens naissaient et on était inscrits à la chapelle de Thiélouse, à la confrérie de la chapelle. Et pour toutes ces raisons, samedi, cette chapelle recevait les rubans du patrimoine, décernés par la fondation du même nom. Perchée sur un coteau, pas très loin du canal des Vosges, la chapelle se trouve aujourd'hui sur un circuit touristique plutôt bien fréquenté. Elle est d'ailleurs ouverte chaque jour et participe à certains grands événements, tels les Journées du patrimoine. 10 ans après ce reportage, les travaux sont toujours en cours pour les amis du Vieux-Fontenoy qui font un très beau travail. Ici aussi, vous avez fait un très beau travail avec l'aide également de la Fondation du patrimoine, on en a parlé à l'instant. Alors, quels travaux ont été effectués vraiment finalement ici par la Fondation du patrimoine? Alors la Fondation du patrimoine s'est occupée du clos couvert, c'est-à-dire tout ce qui est menuiserie extérieure, enduit, toiture et murs qui étaient dans un état épouvantable. On ne serait pas intervenu, sans doute que ce bâtiment dans 10 ans ou 15 ans se serait écroulé sur lui-même. Oui, ce qui aurait été extrêmement Alors, dommage. Dans cet atelier, il n'y a pas eu de travaux hormis ces quelques pavés et les menuiseries, mais tout est resté absolument en l'état parce qu'on ne voulait pas dénaturer le projet. Mais en tout cas avec les quelques agents de la commune qui se sont vraiment emparés du projet, vous avez tout de même fait de la restauration de petits objets qu'on trouve autour de nous qui n'étaient pas forcément dans cet état-là. Je pense au socle du moteur qui est juste là. Il y a quand même pas mal de travail qui a été fait aussi par vous. Alors tout à fait. Alors déjà on n'a pas d'agent à Bouxurul, donc ce sont exclusivement des bénévoles qui travaillent. Ouais. Donc Monsieur Dartois, pour une grande part Alain Dartois. Mais voilà, quand on a dû enlever tous les meubles, tout le mobilier pour les travaux, on a tout réinstallé après. Il y a eu une vingtaine de bénévoles qui sont venus, qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui se sont engagés. C'est sympa, Donc ça offre un bel espace à exploiter pour la commune. Alors il y a cet atelier et il y a l'espace habitation, qui était à l'époque la maison de la personne qui travaillait ici. Ça, vous en avez fait plutôt une petite salle pour les réunions, les conférences, c'est ça? Alors cette salle, elle va être à destination des associations, puisque les associations sont aussi fort impliquées dans le projet. Et là, on va y faire de la médiation historique, environnementale, des conférences, des ateliers de vannerie, des jeux de cartes. Il y a tout un programme. Ça a déjà été utilisé une dizaine de fois depuis septembre, donc du cinéma, etc. La salle est équipée pour vraiment accueillir du public, Et puis pour accueillir des scolaires aussi. Et cette partie-là, ce sera une sorte de musée avec peut-être aussi des ateliers, des choses qui vont se passer? Tout à fait, voilà. On va faire quelque chose de vivant, donc on invitera les gens ou les scolaires à faire des petits objets, des choses comme ça, à visiter, leur montrer les conditions de travail. Il y a tout un travail à mettre en place, mais on est en train d'écrire un livre. Avec un jeune stagiaire, Clément Boucher. On a embauché un charron qui va nous fabriquer une roue et un vidéaste qui va nous faire un film sur la fabrication d'une roue parce qu'on voudrait donner de l'épaisseur à notre visite et accueillir des groupes. Donc il y a déjà de très beaux projets ici. Tout à fait. Parfait, merci voilà. Jean Vaubourg d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. J'ai eu l'occasion d'expliquer très longuement en conférence des maires ce qui est prévu dans la loi de finances. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas très bien.
comment ça va se dérouler. Néanmoins, instant empreint de gravité pour faire lecture de cette motion rédigée par les intercommunalités de France et adoptée à l'unanimité par la communauté d'agglomération d'Épinal réunie en conseil communautaire lundi soir. Le président Michel Henrich a mis les chiffres sur la table, ou plutôt au tableau. L'agglo est censé devoir se délester de 2 500 000 € au profit de l'État dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Seules les collectivités dépassant les 40 millions de recettes et dépenses d'investissement sont mises à contribution. Calcul fait, la CAE est proportionnellement à son budget l'une des intercommunalités les plus impactées de France, à 5,1%. Le lobbying pour adoucir l'addition se poursuit dans l'incertitude politique que l'on connaît. La sécurité des personnes, des biens et de l'environnement était récemment au cœur de la présentation de ces 2 hauts gradés des sapeurs-pompiers vosgiens au centre Léo Lagrange d'Épinal et à l'invitation du Conseil des aînés de la ville. Laurent Petit-Colin et Sébastien Duchâteau ont échangé avec une quarantaine de personnes, curieuses de connaître par exemple les procédures d'alerte et l'organisation des secours. Ils ont notamment révélé que les Vosges sont le seul département de France à disposer du décroché unique, à savoir le fait de tomber sur une plateforme unique que l'on appelle le 15, le 18 ou le 112. Autre chiffre évoqué, les sapeurs-pompiers spinaliens ont réalisé l'année dernière 4500 interventions, soit 12 à 13 par jour. Nature, patrimoine et commerce sont quelques-unes des thématiques choisies par les élèves de CM2 de l'école d'Uxenier il y a 2 ans pour monter de toutes pièces un circuit découverte dans la commune. La balade de 6 km et ses panneaux informatifs étaient officiellement dévoilés et inaugurés samedi dernier en présence des désormais collégiens à l'origine du projet. Au départ de la médiathèque, l'itinéraire passe notamment par l'ancienne usine et le fort et permet d'en apprendre un peu plus sur la commune, mais de manière ludique. Et voilà, cet hebdo historique est terminé. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à venir faire un tour dans cet atelier qui ouvrira très prochainement ses portes au public pour des visites. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le sujet de Noël. Ça tombe bien, on s'en approche vraiment. À bientôt.